Ok, super. Donc moi, ce que je vous propose, tant pis, on va démarrer. Hop, j'enlève mon masque de loin. Pour la deuxième partie de cette journée, on va démarrer là cet après-midi sur les démarches et les droits des enfants qui sont dans les contextes de ce qu'on a abordé ce matin, et notamment une partie de la législation, la loi du handicap, les dossiers MDPH, les aménagements. Voilà, vous allez en profiter parce qu'on a deux super mamans qui sont extrêmement entraînées et grandement spécialisées sur ces thématiques-là, à savoir Sandrine Crier qui va se présenter, voilà, et puis Madame Camara qu'on voit en ligne là, qui fête aussi l'anniversaire de son fils Sohan, voilà, qui est né le 10-10, donc on en profite pour lui faire un bon anniversaire, Sohan. Voilà, et qui partagera avec nous, nous fera un petit témoignage de son parcours pour elle, pour ses enfants, et puis notamment pour Sohan, et pourquoi elle a créé cette association Une étincelle d'espoir pour Sohan. Donc, je vous laisse entre de bonnes mains, et on se voit tout à l'heure pour la synthèse et les questions. Et je vous rappelle qu'à la fin, on terminera notre journée, on fera une petite pause café et on fera une deuxième partie sur ce qu'on doit retenir du confinement, voilà ce qu'il faut retenir et les points de vigilance qu'on a pu mettre un peu en tout cas que j'ai pu mettre en exergue par rapport à cette situation sanitaire très compliquée pour beaucoup de familles. Voilà, donc je laisse la main aux deux mamans. Madame Camara, Jennifer aura des temps un peu à gérer l'école, l'anniversaire, mais voilà, elle essaye de jongler entre les deux moments et je la remercie déjà. Et puis, je laisse la parole à Sandrine. Bonjour à tous, je suis donc Sandrine Crier de l'association Dyspraxique mais Fantastique du 93. Notre rôle est donc d'accompagner les parents dans leur dossier effectivement MDPH, mais aussi dans tout ce qui est aménagement scolaire. Et l'on partage des temps d'échange dans le cadre de Café 10 ou de réunions dans la mesure du possible compte tenu du contexte actuel Covid. Donc, on va démarrer. Donc, la MDPH, qui sont donc effectivement les lettres qui correspondent à Maison départementale des personnes handicapées. Donc, la loi du 11 février 2005 crée donc un lien unique destiné donc à faciliter les démarches des personnes handicapées, autant adultes que enfants. Comment est-ce que l'on définit le handicap? C'est donc en fait toute limitation d'activité ou restriction de participation à la scolarité subie par un élève en raison d'une altération durable d'une ou plusieurs fonctions cognitives, à savoir l'attention, la capacité à s'organiser, la mémoire de travail et autres. Or, toute difficulté, il faut le savoir, ou trouble d'apprentissage n'est pas forcément d'origine 10. On le sait, il peut y avoir d'autres origines sociales, psychologiques, et il est donc important de faire poser un diagnostic des troubles de l'enfant par un médecin. Vous pouvez, depuis quelque temps, le faire via des neuropsychologues, mais il est important que ce soit donc des médecins. Un psychomotricien ne peut pas poser un diagnostic, il peut éventuellement y faire référence par ses connaissances, c'est sûr, mais il ne pourra pas donner le diagnostic nécessaire, en tout cas pour le dossier de la MDPH. Donc, la loi de 2005, deux principes en découlent. L'accessibilité
Donc, il s'agit de tout accès aux locaux pour tous. Dans le cadre des 10, nous ne sommes pas forcément concernés, mais ça peut l'être. Et la compensation, c'est-à-dire tout ce qui est mesure individuelle rétablissant l'égalité des droits et des chances. Ces compensations, on les verra ensuite, peuvent être effectivement et doivent être des aménagements dans la partie scolaire pour effectivement rétablir l'égalité des droits et des chances. Certains pourraient dire l'équité. Hein. On peut jouer sur le mot égalité ou équité. Voilà, l'important, c'est qu'effectivement, ces enfants puissent suivre une scolarité dans les meilleures conditions et pour se révéler à la hauteur de leurs connaissances et compétences dans les matières qu'ils étudient. Le plan personnalisé de compensation comprend donc un volet scolaire du dispositif de la MDPH. Il s'agit donc du PPS, qui est le projet personnalisé de scolarité. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le PPS est un dispositif vraiment MDPH. Il faut pouvoir faire un dossier MDPH pour bénéficier de ce que l'on appelle un PPS. Il faut savoir que ce PPS est à l'initiative des parents et pas de l'Éducation nationale. Bien évidemment, l'Éducation nationale peut le proposer à des parents, mais on invite les parents à prendre possession effectivement de ce dossier MDPH, s'en imprégner pour pouvoir effectivement remplir, et vous le verrez après, le projet de vie du dossier, même du dossier MDPH du CERFA. Donc c'est important que les parents aient l'initiative de demander un PPS, et on vous expliquera comment. Donc effectivement, le PPS, qui est donc un dispositif purement MDPH, n'est pas à confondre avec un PAP. Le PAP, c'est le plan d'accompagnement personnalisé. Donc nous allons vous faire sur le slide d'après la différence entre le PPS, dispositif MDPH, et le PAP. Donc voici la différence donc, entre les deux possibilités d'aide pour les enfants. Dans les deux cas, il fixe des aménagements et des adaptations pédagogiques. Que ce soit bien le PPS ou le PAP, il y aura normalement d'indiquer des aménagements et adaptations pédagogiques. Par contre, le PAP, lui, n'est pas encadré par la loi de 2005, puisque seul le PPS relève de la MDPH et par conséquent de la loi de 2005. Le PAP est un dispositif interne à l'éducation nationale. L'attribution du matériel pédagogique, ce qu'ils appellent le MPA, c'est-à-dire les ordinateurs, les clés USB, on peut penser aussi à des logiciels adaptés, scanner main, sont attribués dans le cadre d'un PPS par la MDPH. L'aide humaine, ce sont donc les anciennes AVS ou AESH à l'heure actuelle. L'aide humaine ne peut être attribuée que si vous avez fait un dossier MDPH, c'est-à-dire que vous relevez d'un PPS. Vous ne pouvez pas bénéficier de l'aide humaine si vous avez un PAP. Certains enfants ont besoin de l'aide humaine pour effectivement les aider à écrire, les aider à se concentrer. On le verra un petit peu plus tard. Les soins sur le temps scolaire. Effectivement, vous avez des enfants qui ont besoin de prise en charge en ergothérapie, en neuropsy, en psychomotricité, en orthophonie. Et ces enfants-là, parfois, ont besoin de les faire sur leur temps scolaire parce que, malheureusement, tous les enfants ne peuvent pas être pris sur un horaire de 16h ou 17h, 18h. Donc, parfois, les thérapeutes se déplacent dans l'établissement et ou, si c'est dans le cadre d'un CESAD, les soins se font sur le temps scolaire. Vous ne pouvez l'obtenir que si vous avez un PPS et non un PAP. La scolarité partielle, certains enfants ne peuvent pas suivre l'intégralité d'une journée scolaire. Donc ces enfants-là peuvent bénéficier d'une scolarité partielle
et il est indiqué dans le PPS qui est remis donc par la MDPH. Elle permet aussi, donc ce PPS, donc toujours ce dossier MDPH, permet une orientation scolaire en ULIS, en IME. La ULIS est un dispositif particulier avec effectivement des enfants dans une classe reconnue avec un handicap, qui sont donc aidés par une AVS mutualisée, enfin on va plutôt parler d'AVS commune à tous les enfants. Et ce sont des classes spécifiques à petit nombre, donc c'est ce qu'on appelle les classes ULIS. Et vous avez les IME qui, eux, sont pour des enfants plutôt en institut médicalisé. Vous avez les aménagements systématiques des examens et concours. Bien évidemment, avec le PAP, dans la majorité des cas, les aménagements systématiques aux examens et concours ont lieu. Mais on a vu parfois le fait que ça n'a pas été systématique, alors qu'avec le PPS, ils ne sont pas en fait, ils sont acceptés par l'éducation nationale de fait, puisqu'ils ont un PPS. Donc, l'aménagement est systématique lorsque l'on a un PPS. Mais lorsque l'on a un PAP, bien évidemment, on peut bénéficier d'aménagements, mais ils ne sont pas forcément systématiques. On gagne aussi des points pour dérogation à la carte scolaire lorsque l'on a un PPS reconnu handicap, ce que l'on ne peut pas toujours faire avec le PAP. En tout cas, normalement, on ne peut pas le faire, sauf si l'on demande par écrit à l'inspection académique et il faut justifier, alors que dans l'autre cadre, effectivement, il suffit juste d'indiquer que vous avez une reconnaissance handicap auprès de la MDPH. Donc, effectivement, le PPS demande la constitution d'un dossier MDPH avec des bilans reposant sur le diagnostic de l'enfant et d'un certificat médical. Le médecin, le dossier est donc évalué entre 6 et 9 mois. Ces derniers temps, on a été un petit peu en retard. Enfin, la MDPH a pris du retard avec le Covid, mais c'est entre 6 et 9 mois. Et ainsi, l'enfant est reconnu avec un handicap et il pourra donc aussi bénéficier plus tard d'un aménagement du code du permis de conduire. Ça rentre dans le handicap global que la MDPH notifie, parce que là, nous parlons de tout ce qui va être aménagement scolaire dans le cadre du PPS, mais il faut bien savoir que le dossier MDPH peut effectivement constituer des aménagements autres que ceux de la scolarité et entre autres pour le permis de conduire. Ainsi, les enfants peuvent bénéficier d'un temps plus long entre les diapositives, par exemple donc au permis, et d'une lecture à voix haute des questions. Donc, ce qui permet aux enfants, effectivement, aux jeunes adultes, de pouvoir bénéficier d'un temps supplémentaire pour le permis de conduire. Donc, Cindy va pouvoir vous parler du suivi de la scolarité de l'élève et donc de l'équipe de suivi de scolarisation, l'ESS. C'est pas Cindy. Jennifer, vous pouvez réactiver votre le micro. Oui. Jennifer. Donc, elle est dans les cadeaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le dossier MDPH que vous allez constituer va donc devoir faire l'objet d'une ESS, c'est-à-dire de l'équipe de suivi de scolarisation. C'est celle-ci qu'effectivement vous allez initier, qui fait partie du plan global du dossier MDPH dont vous devez vous imprégner. Peut-être que Jennifer peut prendre la main sur ce slide si elle souhaite.
Du coup, je sais pas, mais moi, j'avais plus de son du tout. Vous m'entendez? Oui. J'ai un problème de... Pourquoi j'entends rien? Non, mais en fait, je crois que c'est mon téléphone. Mais On entend bien. Ah, tac, 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 c'est les aléas du direct. j'ai un problème avec mon téléphone. J'entends rien. On nous entend, hein, mais regarde, on n'entend rien. Donc oui, là, on est sur le volet. Alors, attendez que je retourne. De l'ESS, c'est-à-dire quand on fait le Alors, dossier on est sur MDPH, il faut l'émission. d'abord... Franchement, j'ai un mini-mime son, mais horrible. Quand je vous dis je vous entends pas, c'est vraiment je ne vous entends pas. J'ai un problème avec mon téléphone. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Bon, son action, donc l'ESS, elle est lancée par les parents auprès de l'enseignante référente. Si vous avez besoin effectivement de remplir ce dossier MDPH, vous devez au préalable avoir eu un suivi de la scolarité de l'élève, donc de faire une réunion avec le directeur de l'établissement, l'enseignante en charge de l'enfant ou du professeur principal s'il est au collège ou au lycée. Et donc, ça va être de balayer lors de cette réunion les difficultés que l'enfant rencontre dans le cadre de sa scolarité. Merci Sandrine, je n'entends rien du tout. Je vais essayer de requitter et de relancer la réunion. Donc, en fait, les missions de l'ESS, c'est d'assurer le suivi du projet personnalisé de scolarité ou de scolarisation, ou bien d'assurer le suivi, ou bien de l'initier. On va évaluer donc le projet au moins une fois par an à la demande donc de la famille, de l'équipe éducative et du directeur. Ou bien on peut aussi faire intervenir le médico-social. Et on va donc référencer tous les besoins d'aménagement pour ces enfants-là pour mettre en œuvre donc ce fameux PPS qui sera ensuite inséré dans le dossier MDPH. Donc, en premier lieu, on veut un PPS, on fait une demande d'équipe de suivi de scolarisation auprès de l'enseignant référent. En général, l'enseignant référent, le directeur d'établissement est en mesure de pouvoir vous donner ses coordonnées. Une réunion est organisée, donc l'ESS, pour pouvoir balayer toutes les possibilités d'aide qui pourraient être envisagées pour aider l'enfant en difficulté. Donc, suite à cette équipe éducative, la difficulté est régulée en interne, donc dans le cadre d'un PAP. Par conséquent, le processus MDPH s'arrête ici. Ou bien la difficulté persiste et donc l'équipe éducative va devoir remplir ce que l'on appelle le GEVASCO, qui est donc une première demande, mais ça peut faire aussi l'objet d'un réexamen lorsque le premier GEVASCO a été complété les années précédentes. Ça, c'est un outil qui est purement transmis par l'Éducation nationale et c'est l'enseignante référente qui est en charge de le compléter avec les indications qui sont données par les professeurs. C'est donc ce fameux document qui est rempli dans l'ESS que l'on a vu précédemment. Lors de cette réunion, on remplit le GEVASCO. C'est un outil donc, qui est pertinent de l'ESS pour repérer les besoins de l'enfant en milieu scolaire. Donc la MDPH va attribuer des aides via la CDAPH. Donc la MDPH, c'est l'organe un petit peu administratif qui va donc évaluer les besoins de compensation, indiquer un taux d'incapacité. Il faut savoir que les enfants 10 ou TND sont souvent inférieurs à 80%. Donc, ils vont évaluer un taux d'incapacité inférieur en tout cas à 80% dans la majorité et dans la, enfin, bien souvent dans la réalité, c'est comme ça que ça se passe, c'est en dessous de 80%.
Et ainsi, elle va proposer donc le fameux PPS qui va tenir compte du projet de vie. On parlera du projet de vie juste quelques slides plus loin. Donc, la scolarisation de l'enfant via un PPS permet, ce que l'on a dit tout à l'heure, l'orientation dans un établissement, d'obtenir une AVS et des aménagements ou des aménagements de matériel pédagogique. Mais elle va aussi vous attribuer des prestations financières et entre autres l'AEH, l'aide aux enfants avec handicap. La PCH, c'est plutôt pour les enfants au-delà de 80%. Donc sur les 10, nous ne sommes pas concernés par la PCH ou dans des cas très très rares, mais en règle générale, c'est l'AEH. Et cette prestation financière vous permettra donc effectivement de vous aider dans le cadre des prises en charge thérapeutiques, que ce soit les psychomotriciens, ergothérapeutes, neuropsy, qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Et fonction du taux de sévérité et d'handicap de votre enfant, vous pouvez aussi obtenir une aide financière supplémentaire et on appelle ça des compléments. Et ils sont aussi de l'ordre de compléments 1 à 3 en fonction du taux de sévérité de l'enfant. Donc la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, est constituée donc d'une équipe pluridisciplinaire. On entend par là des psychologues, médecins, personnes de l'éducation nationale, mais aussi associations. Donc cette équipe pluridisciplinaire va évaluer les besoins de chaque élève en situation de handicap et va proposer donc un PPS. Pour ça, elles vont s'appuyer des bilans faits chez les thérapeutes. Elle va s'appuyer aussi sur le GEVASCO, donc le fameux document qui a été rempli au préalable auprès du professeur principal ou de l'enseignant avec l'équipe éducative de l'école. Donc, cette équipe pluridisciplinaire va donc évaluer le besoin de chaque élève. Et puis, ce dossier, donc l'équipe peut être constituée, donc, comme je vous l'ai dit, de médecins. Et puis, ce dossier va être transmis donc à la Commission des droits et de l'autonomie qui va décider des mesures à mettre en place sur la base de l'évaluation qui a été réalisée par l'équipe pluridisciplinaire. Donc, l'équipe pluridisciplinaire étudie le dossier et ensuite, elle le transmet à la CDAPH qui, effectivement, accorde, ajuste les propositions qui ont été faites par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH. Et puis, la partie importante, c'est que dans ce dossier MDPH que l'équipe pluridisciplinaire va évaluer, il va y avoir le projet de vie que vous, en tant que parent, vous allez devoir compléter. Je peux vous donner quelques indications sur le projet de vie que l'on va voir juste après sur un CERFA, le fameux CERFA qu'il faut remplir pour déposer votre dossier MDPH. Juste pour que ce soit un tout petit peu plus clair, voilà, vous avez donc 2 CERFA sur le dossier MDPH à transmettre. C'est la demande en soi, hein, qui est un CERFA spécifique, et un certificat médical. Donc, c'est 2 CERFA bien distincts qui vont devoir constituer votre dossier MDPH. On va en reparler encore sur d'autres slides. Donc, on en parlait tout à l'heure. Sur le PPS, vous pouvez avoir l'aide effectivement de tout ce qui est ordinateur, mais vous pouvez avoir aussi ce que l'on appelle l'aide humaine, qui peut être attribuée donc, pour compenser le handicap d'un enfant et assurer les fonctions de scripteur lorsque vous avez affaire à un enfant qui est dysgraphique.
Vous avez aussi la possibilité que cette aide humaine fasse la lecture des supports écrits, reformulés, aider à l'organisation et à la concentration. Donc, elle est référencée dans les articles du Code de l'éducation. Hein. Vous pouvez les noter et les consulter. C'est le D351-16-1. Et il se décline selon deux modalités, l'aide individuelle et l'aide ou l'aide mutualisée. Mais depuis effectivement 2019, les PIAL, c'est-à-dire les pôles inclusifs d'accompagnement localisés, ont fait donc leur entrée dans le champ scolaire. Alors concrètement, comment ça marche? Donc c'est PIAL, dans lequel effectivement sont les aides humaines, hein, là où elles y travaillent. Comment ça marche? En fait, vous avez un coordinateur du PIAL, bien souvent l'enseignante référente du secteur, et qui met en adéquation les ressources en accompagnement en lien avec les notifications de la CDAPH. Ce coordinateur va donc établir lui-même l'emploi du temps de l'AVS ou de l'AESH en lien avec le directeur de l'établissement. Donc normalement, ils évaluent, le coordinateur et le chef d'établissement, le besoin de l'enfant, et ils accordent effectivement le quota d'heures à vos enfants dans le cadre d'une aide humaine qui a été autorisée et acceptée par la MDPH. Donc les PIAL bénéficieront donc à moyen terme de l'appui de services médico-sociaux. Donc là, on veut plutôt parler de tout ce qui va être CMP, c'est-à-dire des lieux spécifiques où les enfants peuvent être suivis par des ergothérapeutes, orthophonistes, qui sont donc des centres médico-sociaux, malheureusement surchargés. C'est aussi pour ça que beaucoup vont dans le privé, on va dire, pour pouvoir faire suivre leurs enfants. Et donc, ce secteur médico-social interviendra dans les établissements lorsque les enfants y seront inscrits, et si les parents le souhaitent. Certains préfèrent effectivement les inscrire dans un centre médico-social et d'autres préfèrent tout ce qui est donc de l'ordre du privé. Et donc, à moyen terme, ces AESH, enfin ces AVS, aides humaines, travailleront donc en équipe mobile. Ils pourront changer d'établissement et donc changer de passer d'un élève à un autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est donc un dispositif qui a été mis en place vraiment en 2019, qui va être déployé jusqu'en 2022. Et qui va vraiment modifier un petit peu le champ d'attribution des AVS. Et on ne parlera plus d'AVS individualisé ni d'AVS comment dire, mutualisé. Ça sera plus des AVS qui effectivement s'occuperont de plusieurs enfants dans plusieurs établissements en fonction d'un quota qui aura été d'heures qui aura été établi par le coordinateur et par le directeur d'établissement. Alors, si l'on veut parler d'aménagement et d'adaptation, et donc ça, c'est ce que je vous avais précisé, vous les avez tant dans le PAP que dans le PPS. Donc ça, c'est vraiment un dispositif qui est les aménagements et les adaptations qui sont systématiques pour tous ces enfants avec des troubles. On peut penser donc proposer des mises en place du tiers-temps, moins de questions, des agrandissements de supports écrits A3 pour tout ce qui sera problème éventuellement neurovisuel, des supports écrits épurés pour garder l'attention et aider toujours
au neurovisuel et savoir exactement où placer son regard sur le support écrit pour éviter que l'enfant soit perturbé par des dessins ou des changements d'écriture. En termes d'aménagement et d'adaptation, on peut proposer des dictées à trous pour des enfants dysorthographiques, par exemple. Vous pouvez aussi demander, dans le cadre par exemple d'un PAP, toujours hein, dans le cadre de l'ESS pour le PPS, demander effectivement des évaluations sous forme de quiz ou de fléchage, ce qui peut aider les enfants et qui évite donc de l'écriture et donc qui minimise la charge d'écriture. Des évaluations à l'oral, qui sont bien souvent meilleures à l'oral qu'à l'écrit. Il peut arriver que certains soient meilleurs à l'écrit parce que ont plus de difficultés effectivement à prendre la parole en public, mais je pense plutôt à tout ce qui est évaluation à l'oral en langues étrangères pour les enfants qui sont au collège. On sait que apprendre une langue en anglais ou autre, espagnol, allemand, peuvent être une difficulté supplémentaire pour les enfants. Et donc, l'évaluation à l'oral peut être une proposition d'aménagement. Vous avez aussi tout ce qui est utilisation des codes visuels, surligneurs, lignes de couleur, pour effectivement qu'il y ait une accroche sur les supports écrits. Proposer de fragmenter les tâches, c'est-à-dire éviter qu'il y ait plusieurs choses dans un même item du type entoure le verbe et souligne l'adjectif. Là, vous avez dans une même phrase deux consignes. On peut proposer effectivement de fragmenter ces deux tâches de manière à ce que l'enfant n'oublie pas un des deux items dans la question. L'ABS peut aussi aider à démarrer un travail avec l'enfant, commencer quand je veux parler de l'aide à démarrer, c'est lui donner un exemple préalable de ce que l'on attend de lui au niveau du travail. Je pense par exemple à la conjugaison. Si par exemple on demande aux enfants de conjuguer au présent le verbe jouer, elle peut initier et démarrer en précisant je, ou bien lui donner la première ligne de « je joue ». Et ainsi, l'enfant peut plus facilement dérouler avec le tu, le il, etc. On peut proposer aussi de limiter les devoirs à la maison, plutôt à la discrétion du professeur ou de l'enseignant. Lorsque l'on limite le devoir, j'entends par là que si un enfant effectivement sait faire les multiplications, il va autant savoir faire une multiplication, deux, mais voire 5 ou 6. Donc on peut limiter effectivement les devoirs à la maison. Donner du temps supplémentaire à la lecture de livres scolaires. On sait que certains enfants ont des difficultés pour lire un livre en littérature et parfois une quinzaine de jours ou 3 semaines, c'est trop court pour eux. Donc on peut demander effectivement des temps supplémentaires à la lecture, de même que pour l'apprentissage d'une poésie. On peut proposer qu'un enfant apprenne 2 strophes par 2 strophes et est interrogé strophe par strophe, parce qu'effectivement, ça va peut-être être plus compliqué pour eux de mémoriser et qu'il leur faut davantage de temps supplémentaire à la lecture. On peut autoriser aussi des réponses à minima. On ne leur demande pas forcément à ce moment-là de faire des phrases complexes pour pouvoir expliquer un calcul en mathématiques. Ça peut être proposé ou en histoire-géographie, autoriser donc des réponses à minima. Il faut préciser aussi que pendant le cours,
les enfants peuvent avoir une facilité à la mémoire audio-verbale. D'autres vont avoir une facilité plutôt à la mémoire visuelle. Et il est important que l'on puisse indiquer aux professeurs, ou en tout cas dans le dossier MDPH, ce qui fonctionne le mieux pour votre enfant. Donc, indiquer quel type de mémoire, quel type de mémoire de travail votre enfant a. Et le préciser effectivement dans le cadre des aménagements et des adaptations. Vous pouvez aussi, pour des enfants qui sont en primaire, partager avec l'enseignant des astuces pour les repérages sur les supports écrits pour que l'enfant soit moins perdu dans la page. Ça, c'est donc des échanges que vous devez avoir effectivement avec l'enseignant, de manière à ce que, par exemple, il puisse indiquer un petit point rouge à l'endroit où il doit démarrer et un petit point vert, par exemple, où il doit terminer la lecture de sa phrase. Ça peut peut-être aider. Comme ça peut très bien aider d'avoir la première ligne en bleu, la seconde en rouge. Voilà, de manière à ce que d'un point de vue visuel, ce soit plus simple pour l'enfant sur un support écrit. Ce qui est bien aussi, alors ça vous l'avez davantage au collège, mais on ne l'a pas forcément en primaire, c'est tout ce qui va être programmé des évaluations. Ça vous permet en amont de pouvoir travailler et de prioriser les apprentissages. Si vous savez que vous allez avoir une évaluation, que l'enfant va avoir une évaluation en histoire-géographie dans une quinzaine de jours, vous allez mieux peut-être organiser le travail de votre enfant sur les devoirs le soir. Vous pouvez demander aussi l'utilisation d'aides-mémoire. Par exemple, la conjugaison à portée de main, une calculatrice, une table de Pythagore, ou bien des supports d'aide, par exemple, à la pose des opérations, avec les unités, que l'enfant ait bien des cases pour pouvoir indiquer les décimales, les unités, etc. Ça se trouve sur le Cartable Fantastique. Vous avez plusieurs sites comme ça qui vous font des propositions de cartes mémoire ou d'aide à la pose des opérations, par exemple. Mais vous avez aussi le lutin rouge que vous pouvez consulter et d'autres. Vous pouvez aussi demander dans le cadre des aménagements et des adaptations que l'enfant ne soit pas pénalisé pour tout ce qui est oubli. On sait que les enfants ont souvent des oublis. Parfois même, il peut arriver que le matin, ils partent à l'école sans leur cartable. Et donc, par conséquent, ben, ils vont oublier un cahier, un livre. Voilà, ça peut être aussi quelque chose sur lequel on peut appuyer dans le cadre des aménagements. On peut évidemment demander tout ce qui va être photocopie des leçons ou l'utilisation du scanner. Là, je fais plutôt référence à des enfants qui sont au collège. Mais ça peut être aussi des enfants qui n'ont pas d'aide humaine et qui, effectivement, pourraient avoir besoin de polycopier ou de photocopie. On va dire que les polycopiers, c'était anciennement. Les photocopies, bien souvent en primaire, elles sont régulièrement remises, mais par contre, au collège et au lycée, ne sont pas forcément transmis, puisque les enfants doivent prendre des notes, doivent écrire par rapport à ce qui est au tableau. Et on sait qu'effectivement, le passage de l'œil à la main est compliqué. Donc, d'avoir des photocopies de leçons ou bien d'utiliser un scanner, voire prendre en photo le cahier d'un camarade, peut être vraiment une aide pour les enfants. On peut demander que lorsque on a une AVS, une aide de vie scolaire, ou bien au professeur en charge de la classe de vérifier la prise des devoirs et des leçons. Que de temps en temps, l'enseignant prenne le cahier de l'enfant pour voir si effectivement il a réussi à
apprendre toutes les leçons, s'il n'y a pas de raté, s'il ne manque pas des éléments. Et puis vérifier que les devoirs soient bien indiqués. Ça fait en lien un petit peu avec les oublis. Les enfants rangent leur cartable et puis oublient de noter le devoir. Donc, on peut effectivement demander aux enseignants et ou à l'aide de vie scolaire de vérifier la prise des devoirs. Et puis enfin, je pense que ce qui est grandement nécessaire pour ces aménagements et adaptations, c'est l'encouragement. Demander effectivement à ce que les enseignants encouragent l'élève autant dans l'utilisation de l'ordinateur que dans le passage à l'écrit. Il faut qu'effectivement il soit mis en confiance pour pouvoir se sentir comme les autres et bénéficier de l'égalité des chances ou bien de l'équité dont on a parlé précédemment. Donc, pour conclure, je dirais qu'il faut donc penser autrement. Il faut inhiber le réflexe correcteur, c'est-à-dire guérir l'enfant. On ne guérit pas l'enfant, effectivement, avec des troubles 10, TND, TDAH et autres. Et l'idée, c'est d'orienter la prise en charge vers permettre les apprentissages en dépit des troubles. Donc, voilà, c'est pas parce qu'on entraînera un enfant à l'écriture qu'il ne sera plus dyspraxique. Ce n'est pas en les faisant lire régulièrement que ce sera plus simple pour un dyslexique, etc. Il faut donc un environnement familial motivé, qui ne soit pas dans le déni et donc pas dans le refus, parce qu'effectivement, l'idée, c'est que vous puissiez vous saisir de ce dossier MDPH, pas toujours simple, mais qui sera plus simple pour vous à défendre auprès des enseignants si vous avez toute la dimension et le pourtour de ce que votre enfant a besoin en termes d'aménagement scolaire. Donc, il faut effectivement, dans la mesure du possible, avoir un diagnostic et une prise en charge précoce. Ça permet effectivement que l'enfant puisse compenser au plus tôt et donc investir une scolarité avec un peu plus de sérénité, plus le diagnostic est fait tôt. Donc vous, le rôle des parents, c'est aussi de vous investir pour apprendre tout ce nouveau vocabulaire qui sont autour des enfants avec un trouble. Et on en revient avec PAP, PPS, ULIS, AESH, DPH, IME. Voilà, donc ce sont des sigles que vous connaîtrez et que vous connaissez sûrement déjà pour une partie. Et donc, c'est important voilà, que vous puissiez vous investir. Donc, voilà, les associations, on est là aussi pour vous aider, échanger et compléter vos dossiers MDPH, vous orienter.